Oui, Monsieur le Président, je comprends qu'il y a une demande de scrutin public, si j'ai bien compris, sur l'amendement du gouvernement qui vise à affecter à la Société du Grand Paris une fraction des droits de mutation, les DTO, des départements franciliens et la ville de Paris pour 75 millions d'euros en 2020 et 60 millions d'euros en 2021. Vous savez, au lendemain de l'élection présidentielle, je crois que le Premier ministre lui-même s'en est expliqué, la Société du Grand Paris, qui est une société qui met en place la grande œuvre qui est de faire de Paris une grande métropole avec des moyens d'infrastructure très importants, qui est très nécessaire par ailleurs, avait un besoin de financement. On a commandé un rapport à monsieur le député Gilles Carrez, un travail collectif qui a été mené. Plusieurs réponses ont été faites à la fois pour des économies et des recettes supplémentaires, diverses taxes sur les bureaux, sur les parkings, j'y reviens pas. Et également, il manque encore de l'argent. Et il y a eu un accord qui a été trouvé pour qu'effectivement on puisse faire participer des collectivités locales puisqu'ils bénéficient des infrastructures. Les droits de mutation. Madame la députée. Non mais d'accord, elle a peut-être raison, c'est pas à moi de le dire. Madame la députée, seul Monsieur le ministre a la parole. Les droits de mutation font partie des recettes qui augmentent très largement. Sur l'année 2018, il y a eu plus d'1 milliard d'euros. J'espère que ceux qui sont élus dans des territoires parfois plus provinciaux, plus régionaux, constatent que ça veut dire une augmentation de plus d'1 milliard d'euros de droits de mutation en une année. Et la proposition du gouvernement, c'est de prendre une petite partie, puisqu'il s'agit effectivement pour l'année 2020 de 75 millions d'euros sur plus d'1 milliard d'euros pour financer une partie du Grand Paris, chacun ainsi contribuant à la réalisation d'infrastructures qui vont servir évidemment les départements franciliens eux-mêmes. Il ne s'agit pas, bien sûr, de financer autre chose que les départements franciliens par l'intermédiaire de la Société du Grand Paris. Donc c'est un amendement qui est présenté devant vous, qui est porté évidemment par le ministère de la Cohésion des Territoires et qui, pour le ministère de l'Écologie et des Transports en charge du Grand Paris, et qui donc mérite sans doute le temps de discussion que nous allons avoir. Monsieur le rapporteur, sur cet amendement. Merci Président. Moi, dans la mesure où il est conforme à une des propositions du rapport de Gilles Carrez, ce sera un avis favorable. Si, alors nous allons voir maintenant les sous-amendements. N'ayez aucune crainte, je vais donner la parole à presque toutes celles et ceux qui m'ont demandé la parole. Donc, alors d'abord, Madame Pires-Beaune ou Madame Rabault pour le 3099. Et si vous l'acceptez, le suivant, Madame la Présidente. Ou alors Madame Pires-Beaune. Alors, bon, déjà sur la forme, Monsieur le Ministre, je ne vais pas vous rappeler que votre amendement, vous l'avez déposé le 14 novembre, bien après, 5 jours après les délais des députés. Que tous les amendements sur la Société du Grand Paris, tous les articles de financement sur la Société du Grand Paris arrivent par amendement du gouvernement au dernier moment. Ah bah si. Non, bah oui, non mais il n'y a pas l'exclusivité. Ce que je veux dire, c'est que... Mais c'était déjà le cas avant, hein, même dans l'Ancien Monde, c'était le cas. Donc alors là-dessus, Nouveau Monde et Ancien Monde, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, si vous me permettez l'expression. Deuxième réflexion, Monsieur le Ministre. La semaine dernière, ou il y a 15 jours, le Premier ministre est allé en Seine-Saint-Denis. Ou la semaine dernière, je ne sais pas. Il a expliqué que c'était un département hors norme. Je ne sais plus quelle est exactement la terminologie qu'il a utilisée. Là, avec cet amendement que vous avez déposé à la dernière minute, vous proposez de leur prélever 5,8 millions et puis encore 4,6 millions en 2021. Donc, vous ne pouvez pas dire, d'un côté, le Premier ministre dit c'est un département hors norme, il a besoin de soutien, et de l'autre, on va le ponctionner à la dernière minute via un amendement gouvernemental. Ça, c'est pas correct, Monsieur le Ministre. Je crois que... Alors, je ne sais pas s'il y a des députés de la Seine-Saint-Denis, Ah oui, pardon, excusez-moi. Donc, sur la forme, nous, ça ne nous convient pas. Sur le fond, non plus. Donc, avec ce sous-amendement, on souhaite qu'il y ait un peu de temps qui soit donné. C'est pour ça que nous proposons que la date d'entrée de votre amendement soit reportée à 2021. Et on propose également de baisser une contribution de 75 000 à 60 000 dans le tableau qui est mis en dessous. Ce sous-amendement vise à donner 1 an de réflexion à l'ensemble des acteurs pour éviter que des amendements qui arrivent à la dernière minute ne soient pas étudiés dans toutes leurs conséquences. Il faut qu'on puisse avoir une étude qui soit précise. Et encore une fois, vous ne pouvez pas déposer un amendement qui soit le contraire de ce qu'a dit Monsieur le Premier ministre il y a une semaine.
Merci, Madame Rabault. J'ai vu que vous avez présenté le 3099, mais pas les deux autres. Madame Pires-Beaune. Et après, on ouvrira le débat. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors moi, je souscris évidemment à tout ce qui vient d'être dit. Il me semble que la semaine dernière, ici même, à l'occasion d'un amendement qui concernait encore les départements, encore le fonds de péréquation, il est arrivé au dernier moment sans qu'on ait pu l'examiner en commission. Ça devient vraiment une habitude. Et puis, l'argent que vous prenez là, les 75 millions d'euros que vous prenez au département pour financer le Grand Paris, c'est pas que le Grand Paris d'ailleurs, puisque 2/3 de cet argent va au financement du contrat du CPER. Or, le CPER, les départements n'ont pas leur mot à dire. C'est une contractualisation entre l'État et la région. Et je rappellerai qu'en 2015, vous aviez déjà ponctionné de la CVAE, donc vous aviez déjà ponctionné les départements pour financer la société. Oui, on avait déjà ponctionné. À chaque fois, les départements sont mis à contribution. Moi, je pense qu'il y avait d'autres pistes, d'ailleurs, dans le rapport Carrez qui ne sont pas mises en œuvre. Merci, Madame Pires-Beaune, pour la présentation de ces deux sous-amendements. Alors, Monsieur le rapporteur. J'ai indiqué que j'étais d'accord avec l'amendement et par cohérence, je serai en désaccord avec les sous-amendements puisque l'amendement du gouvernement correspond à la proposition Gilles Carrez. Monsieur le ministre, sur les sous-amendements, défavorable. Alors, j'ai plusieurs demandes de parole. Le premier à avoir levé la parole, c'est Monsieur Carrez. Oui, merci Monsieur le Président. Alors c'est vrai, chers collègues, que cet amendement du gouvernement reprend une des propositions que j'ai faites dans le rapport que j'ai remis l'an dernier au Premier ministre pour financer en fait le surcoût qui est apparu sur le projet du Grand Paris Express, puisqu'on est passé de 25 milliards à 35 milliards. Alors le point très important sur lequel je veux insister, c'est que, Madame Pires-Beaune, cet amendement ne pénalise absolument pas la péréquation qui va des départements d'Île-de-France vers la province. Puisque, comme vous le savez, dans le cadre du Fonds national de péréquation des DMTO, 40% de ce fonds, c'est l'occasion de le dire, est apporté par Paris et les 7 départements d'Île-de-France. Donc ça n'est absolument pas en cause. Et c'était aussi une proposition de mon rapport. Le Grand Paris Express ne doit être financé que par des ressources franciliennes. Alors, avec ce dispositif, s'il est voté, on aura enfin assuré le bouclage complet du financement. Puisque mon rapport retenait la nécessité de mettre en place 230 millions supplémentaires par le biais de la taxe sur les bureaux, et puis cette disposition, là, on y est. Ce que je regrette en revanche, c'est que, il y a un saucissonnage, on a pris des mesures l'an dernier, on en a pris à nouveau là, toujours par des amendements du gouvernement qui arrivent au dernier moment, et ça donne vraiment l'impression détestable d'un puits sans fond et d'une certaine improvisation, je dois le dire. Alors que les propositions, elles sont tout à fait claires, elles sont explicites dans mon rapport. Et puis, l'amendement présente, je dois l'honnêteté de le reconnaître, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que la concertation avec les départements, elle n'a pas vraiment eu lieu. Elle n'a pas vraiment eu lieu. Et puis, le second problème, c'est que si la totalité du prélèvement est affectée à la Société du Grand Paris, il est prévu que la Société du Grand Paris en apporte une fraction sous forme de fonds de concours au financement, de fait à la part de l'État, mais qui est désargenté, du financement du contrat de plan. Mais je voudrais terminer par une chose, c'est que c'est sûr que ces montages financiers ont des côtés tout à fait désagréables. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que quand on prend le RER et qu'on habite notamment dans le Val-de-Marne, en Seine-Saint-Denis, dans les départements de Grande Couronne, et qu'on va sur les zones d'emploi qui sont dans Paris et dans les Hauts-de-Seine, la situation est de plus en plus difficile. On est en pleine saturation. Et si on ne se donne pas les moyens
de financer ces travaux qui sont devenus absolument indispensables, parce que l'effort n'a pas été fait pendant une dizaine d'années, nous allons à la catastrophe. Et donc, bon, je comprends et je regrette que le gouvernement présente en dernière minute des choses qui sont connues depuis longtemps et que la concertation nécessaire n'ait pas été menée comme elle aurait dû l'être. Merci, Monsieur le Président Carrez. Madame Dumas. Merci, Monsieur le Président. Les travaux sont devenus indispensables. Je vais dans le sens de mon collègue, c'est évident. En région parisienne, c'est même une catastrophe. Ce n'est pas pour autant que ce qui nous est proposé est pertinent. Déjà, il y a quelques semaines, pour les départements dits premium, arrondissement de Paris et départements premium des Hauts-de-Seine, on augmentait la taxe sur les bureaux. Aujourd'hui, on nous parle de taxer des recettes futures qui seraient générées par le surcroît du développement de la Société du Grand Paris Express, notamment des gares et tout ça. Mais il y a plein d'endroits où ça se passera au calendes grec, demandé effectivement pour la ligne 18. Donc on a un énorme problème d'inéquité quand on va taxer plus des départements que d'autres, et quand on va taxer des départements qui auront, eux, droit à effectivement ces futures améliorations dans 10 ans. Donc c'est absolument anormal de venir prélever dès 2020 75 millions sur l'ensemble des départements. Merci. Monsieur Pupponi. Oui, Monsieur le ministre, il y a la méthode et il y a le fond. Sur la méthode, sincèrement, il n'y a pas eu de négociation. Enfin, tous les présidents des conseils généraux départementaux sont vent debout. On ne les a pas prévenus, peut-être au dernier moment, et ils découvrent cela, et nous le découvrons aussi. Donc sur la méthode, sincèrement, il y a mieux à faire en matière de respect des collectivités territoriales et des négociations à mener avec eux. Après, il y a un autre sujet. Oui, il faut financer la SGP. Moi, je partage ce que vient de dire Gilles Carrez. C'est indispensable. Il faut rénover l'ensemble des transports franciliens. C'est indispensable. Mais à un moment, il faut qu'on sache combien ça coûte et comment on le finance. Des propositions ont été faites par le rapport Carrez, mais il faut qu'on ait une visibilité. Tous les ans, dans ces lois de finances, on nous rajoute des amendements au dernier moment pour dire il en manque, il faut y aller. Il en manque, il faut... Oui, d'accord, mais jusqu'à quand et comment ? Et puis après, il y a des situations qui sont anormales. Notre collègue a parlé tout à l'heure, Perez-Beaune, et a parlé de la Seine-Saint-Denis. Moi, je vais parler de l'Est du Val d'Oise. Dans l'Est du le Val d'Oise sera certainement le seul département francilien où il n'y aura pas de gare. Pas de gare. Là, le gouvernement vient d'abandonner Europa City, et donc la seule gare qui devait se construire, c'était pour Europa City. Si on l'a fait en 2027, ça sera au milieu des champs de betteraves. Bon, donc il n'y aura pas de gare sur la ligne 17. Donc les habitants du Val d'Oise vont être ponctionnés pour financer la SGP, alors qu'ils ne seront pas interconnectés aux gares de la SGP. Il y a un moment où il faut être capable de mettre du transport radial. Alors ça, c'est pas normal, pas admissible. Et alors, dernier point, monsieur le ministre, vous êtes en train d'invoter, si je peux me permettre, le blanchiment d'argent public. Vous allez prendre l'argent des départements, la mettre dans la SGP pour le récupérer derrière, pour mettre la part de l'État dans les CPER. On marche sur la tête. Donc, au lieu de, vous nous dites c'est pour financer la SGP, mais pas tout à fait. En fait, on vous le prend, on vous le reprend derrière. Et les départements n'ont même pas le droit de participer à l'élaboration des CPER. Dans ce cas-là, si vous leur prenez l'argent des départements pour financer les CPER, laissez au moins les départements donner leur avis. Au moins, c'est leur argent. Qu'ils puissent dire qu'est-ce qu'ils vont faire de ces DMTO pour financer le CPER. Et donc, on appelle ça un CPE-DR, où on met les départements avec les régions. Monsieur Bourlange. Oui, merci. Monsieur Carrez dit à la fois que les choses sont inadmissibles sur la forme et que la fin justifie les moyens et que la fin est évidemment très estimable et doit nous conduire à avoir les financements. C'est vrai. Mais je crois que le raisonnement est vicié parce que le gouvernement n'avait aucune raison de procéder de la sorte. Le gouvernement connaît cette affaire depuis longtemps, connaît les propositions de M. Carrez depuis longtemps. Il y a eu, alors on nous dit il y a un accord, je ne sais pas entre qui, le ministre, Madame Gourault, que je connais bien, qui n'est pas éloigné de mon groupe politique, nous fait dire qu'il y a eu concertation entre les groupes de la majorité. En tout cas, peut-être le groupe le plus important de la majorité, mais nous, cette modeste roue de secours qui ne sert à rien, en tout cas, on n'a pas été consultés. Or, Madame Gourault, nous sommes quand même impressionnés parce que c'est une amie
et elle pourrait nous dire, on nous dit, les départements sont d'accord. Tu parles. Les 6 départements sont vent debout contre cette affaire. Sur le plan de la méthode, est-ce qu'il est normal que l'État prélève dans une recette départementale comme ça, sans avoir prévenu? C'est le crachin de Bercy. Les mesures tombent en pièces détachées comme ça, elles tombent du ciel et on doit y souscrire. Je crois que c'est une méthode absolument inacceptable. Alors les uns et les autres, on va voter, on va s'abstenir. Nous sommes très embarrassés parce que les arguments de M. Carrez sont justes, mais nous disons, Monsieur le ministre, ça n'est pas admissible de procéder de la sorte. J'ai envie de vous dire ce que le regretté Tocqueville disait à Guizot 1 mois avant la chute de Guizot en janvier 48, changez l'esprit du gouvernement, car cet esprit-là vous conduit à l'abîme. Madame Le Grip. Merci, Monsieur le Président. Je voulais à mon tour, comme l'ont très bien dit plusieurs des parlementaires qui se sont exprimés avant moi, comme l'a fort clairement dit la présidente Valérie Rabault, m'insurger contre la méthode. Ce sont 10 amendements du gouvernement qui ont été déposés à la dernière minute au titre de l'article 88 sur des sujets qui sont loin d'être anodins et dont celui-ci, l'amendement qui vient ponctionner une partie des recettes des départements pour financer quelque chose qui commence à s'apparenter à un puits sans fond qui est le budget de la Société du Grand Paris. Donc sur la méthode, sur la forme, tant vis-à-vis des parlementaires que nous sommes que vis-à-vis des collectivités territoriales concernées, il y a vraiment beaucoup de colère, pour ne pas dire plus, qui s'exprime. Aucune concertation, aucune information préalable, tout se fait à la dernière minute dans la précipitation et, permettez-moi de dire également, un zeste d'amateurisme. Il se trouve que les propositions du rapport Carrez étaient effectivement connues. Elles ne sont pas toutes synonymes de création de taxes supplémentaires. Je rappelle quand même qu'il y a 15 jours, nous avons déjà ponctionné par une surtaxe sur les bureaux pour la zone premium de plus de 20% les bureaux installés dans un certain nombre d'arrondissements et de départements franciliens. À un moment donné, trop, c'est trop. Clairement, il y a là quelque chose qui ne peut que soulever l'incompréhension. Et encore une fois, si nous partageons le constat qu'il est nécessaire effectivement de trouver des financements pour améliorer la qualité des transports en commun dans la région Île-de-France, procéder ainsi et se livrer à des acrobaties d'ingénierie financière au détriment des départements franciliens, que ce soit celui des Hauts-de-Seine comme celui de Seine-Saint-Denis, par exemple, auquel le Premier ministre vient pourtant récemment de promettre monts et merveilles, n'est absolument pas cohérent ni acceptable. Merci Madame Le Grip. Monsieur Coquerel. Oui, moi je me demande une chose, et je m'adresse notamment aux collègues de la majorité, jusqu'à quand allons-nous accepter que le gouvernement piétine les droits de l'Assemblée nationale? D'accord? Jusqu'à quand? Parce que vous avez tous regretté, nous l'avons entendu, le fait que le PLFR soit proposé comme ça de telle manière où nous n'avons pas pu l'amender ou avec très peu de temps. Et là, on a un amendement important qui nous tombe à la dernière minute, sur lesquels vous en conviendrez tous, nous n'avons pas le temps de débattre, nous n'avons pas le temps d'argumenter. Et j'espère très franchement qu'au moins sur la forme, vous n'allez pas accepter comme ça que tombe un amendement de dernière minute de ce type. Ça, ce n'est pas possible. Alors maintenant, sur le fond, d'accord, on a une question qui est posée. C'est que déjà, les départements se sont vus annuler une grande partie de leur fiscalité propre avec la taxe foncière. Là, avec la question des droits de notaire, vous en annulez une seconde. C'est déjà un premier problème au niveau de l'autonomie fiscale des départements. Deuxième problème, et ça a été dit, c'est évident. Moi, je me rappelle quand j'étais conseiller régional, il y a quelques années, on nous disait, au niveau du Grand Paris, il va manquer 10 milliards. Où allez-vous les chercher? Il n'y avait pas eu de réponse. Ben, la réponse, on l'a là, c'est une politique de gribouille. Ce n'est pas possible d'aller prendre aux départements, et notamment comme ça, de manière inéquitable à tous les départements, ce qu'il faut pour financer effectivement le voyage et le déplacement de plus en plus insupportable, je rejoins Gilles Carrez là-dessus, que subissent les franciliens tous les jours. Bon, d'autant plus que, dans le même temps, vous convenez qu'il faut des moyens pour certains départements, notamment la Seine-Saint-Denis que je représente, mais ce n'est pas les seuls. Donc vous voyez bien que ce n'est pas en appauvrissant les départements qui souffrent déjà de la question des dotations que vous allez pouvoir réparer la question du plan de mobilisation et de modernisation des transports. Donc cet amendement, j'allais dire qu'il est sur la forme intolérable et sur le fond, il est incohérent et absurde. Je demande au ministre de le reporter et qu'il y ait une réflexion
plus en avant sur la manière effectivement de financer le trou qu'il reste pour le plan de mobilisation et le Grand Paris Express. Merci. Merci. Alors, Madame Rilhac. Alors, Monsieur le ministre, vous voulez savoir exactement comment je comptais organiser. C'est un débat un peu particulier. Et puis pour le provincial que je suis, c'est bien de vous entendre. Donc, j'ai encore Madame Rilhac, Madame Lemoine, Monsieur Cazeneuve, Madame Pires-Beaume et Monsieur Mattei. Et on conclut. Je donnerai la parole ensuite à Monsieur le ministre qui s'exprimera en suivant. Madame Rilhac. Merci, Monsieur le Président. Je ne reviendrai pas sur la forme, mais comme mon collègue Pupponi, je suis élu du Val d'Oise. Moi, je suis élu à l'ouest du Val d'Oise. Entre Europa City à l'est du Val d'Oise, où nous avons un réel risque de ne pas avoir cette ligne 17 qui arrive, qui est une réelle nécessité pour les Valdoisiens. Entre nous, dans l'ouest du Val d'Oise, lorsque nous, nos habitants, doivent aller travailler dans l'est, justement, sur Roissy, nous n'avons pas de transport. Et c'est vrai que nous finançons, nos concitoyens du Val d'Oise financent régulièrement le Grand Paris. Et depuis 2000, depuis les années 2000, c'est-à-dire depuis 20 ans, nous n'avons pas d'avancée. Nous avons eu un grand problème l'année dernière avec le pont de Gennevilliers qui s'est écroulé. Il y avait 2 lignes seulement SNCF qui ont été saturées. Pendant 9 mois, les Valdoisiens se sont retrouvés complètement enfermés dans leur département. Donc c'est vrai que, même si nous comprenons la forme, même si les propositions de M. Carrez sont justes, même si c'est qu'une toute petite partie, 75 millions sur 1 milliard, vous l'avez dit, il est vrai que pour nous, pour représentants des Valdoisiens, il y a un plan pour la Seine-Saint-Denis qui vient d'être fait, c'est très bien. Mais le Val d'Oise, nous avons les mêmes difficultés. Véritablement, elles sont même en train presque de dépasser la Seine-Saint-Denis à certains moments parce que les pouvoirs publics ne suivent pas. Donc sur ce point de vue-là, c'est vrai que pour nous, ça devient extrêmement incompréhensible. Je vous remercie. Merci Madame Rilhac. Madame Lemoine. Merci, Monsieur le Président. Bien évidemment, je souscris à tout ce qui a pu être dit par mes collègues. Et effectivement, il est choquant de découvrir cet amendement sans avoir d'étude d'impact et sans qu'une concertation ait été engagée avec les différents départements franciliens. C'est d'autant plus choquant, et notre collègue Coquerel le disait tout à l'heure, c'est que les départements vivent déjà de façon douloureuse la réforme de la fiscalité locale qui n'est pas encore digérée, et venir ponctionner de nouveau des recettes, c'est évidemment difficile pour un certain nombre d'entre eux. Et je pense notamment à la Seine-et-Marne. Je suis élue de Seine-et-Marne. Eh bien, le Grand Paris pour la Seine-et-Marne, pardon, mesdames, messieurs, mais nous n'aurons aucun bénéfice du Grand Paris en Seine-et-Marne. Donc, notre département contribue en permanence au Grand Paris, mais les retombées positives, eh bien, écoutez, j'attends qu'on m'en fasse la liste, car nous ne les avons pas. Par contre, les départements financent nos infrastructures routières, et donc les privés diminuer leurs recettes, c'est autant de travaux en moins qui seront réalisés chez nous. Alors, je partage bien sûr la nécessité d'apporter des recettes supplémentaires au Grand Paris. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus, mais à minima, faisons-le avec de la concertation et avec des études d'impact pour nous permettre de prendre des décisions en notre âme et conscience. Monsieur Cazeneuve. Merci, Monsieur le Président. Écoutez, comme beaucoup de collègues ici, je ne peux effectivement que regretter la forme. Évidemment, on aurait préféré avoir un petit peu plus de temps, et c'est vrai que d'une certaine manière, c'est une entorse au sacro-saint principe de libre administration des collectivités territoriales auquel nous sommes tous ici très attachés. Deuxièmement, je voudrais dire aussi, souligner que les départements ont fait des efforts importants en matière de péréquation en particulier. Il y a une péréquation forte des départements d'Île-de-France vers les départements de province. Le député Carrez en a parlé. Il y a aussi une péréquation forte au sein de l'Île-de-France, puisque les départements des Yvelines et de Hauts-de-Seine font aussi de la péréquation vis-à-vis des autres départements. Donc voilà, il y a un engagement aujourd'hui important des départements en matière de péréquation. Je voudrais aussi dire que nous avons fait 2 choses importantes pour les départements dans ce PLF, les redire très rapidement. En première partie, nous avons voté un fonds de 250 millions d'euros supérieur au fonds d'urgence que nous votons chaque fois en urgence, justement, en fin de PLF. Donc là, on a pérennisé, c'est une fraction de TVA, donc qui va dans le bon sens, je crois, pour les départements. Nous avons également, en deuxième partie, voté à la demande des départements, c'était pour eux très important, la fusion de l'ensemble des 3 fonds de péréquation. Donc là, c'est une mesure aussi qui était très attendue. Maintenant,
Non, mes chers collègues, je crois qu'il faut voter cet amendement du gouvernement, parce qu'on a ici un besoin de financement absolument impératif. Il y a une dynamique tout à fait exceptionnelle des DMTO, puisque c'est une augmentation de 30% sur ces départements sur cette année. Et je vous rappelle, c'est ça qui est essentiel, c'est l'argent des Franciliens qui va financer les infrastructures des Franciliens. Donc je ne vois pas là de scandale absolu en la matière. Il faut voter cet amendement. Merci, M. Cazeneuve. Madame Pires-Beaume. Merci, Monsieur le Président. Moi, je remercie Gilles Carrez pour ce qu'il a dit. Moi, je ne remets absolument pas en cause ces investissements, même si je m'étonne du dérapage financier. On n'est pas sur un petit dérapage. Vous avez rappelé les coûts. C'est important. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque, Monsieur le Ministre. Hier, on a eu le PLFR. Et effectivement, dans le PLFR, il n'y avait aucune mesure fiscale. On s'en est tous réjouis. Mais en fait, finalement, la voiture balai, c'est le PLF et c'est les articles non rattachés. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a des... C'est pas le premier. On a des amendements du gouvernement qui arrivent au dernier moment et qui n'ont pas fait l'objet d'examen. Alors, il y a peut-être une manière de s'en sortir par le haut, c'est que dans le lot des sous-amendements, il y a un sous-amendement qui décale d'1 an la mesure, ce qui vous laissera le temps d'ailleurs de concerter pendant la navette avec les présidents de département. J'ajoute, et ça a été dit, mais le contexte est bien difficile pour les départements en ce moment, parce que la réforme fiscale a des conséquences pour eux plus néfaste encore que pour les communes, puisqu'ils perdent leur autonomie fiscale. Et l'étude que l'ADF avait commandée conclut que la TVA sera moins dynamique que l'évolution de la taxe foncière. Madame Rabault, Madame la Présidente. Oui, Monsieur le Ministre, je crois que ma collègue Pires-Beaune vient de faire une proposition. C'est la proposition du sous-amendement qui est de dire, au lieu de mettre une date au 1er janvier 2020, on le reporte à 2021. Ce qui laisse quand même à minima le temps d'avoir une concertation avec les départements. Parce que je crois qu'on ne peut pas vouloir avoir vous dites que vous avez que les départements ont été concertés, manifestement ce n'est pas le cas. Et moi, des contacts que j'ai eus aussi, ce n'est pas le cas. Donc je pense que la solution de sagesse, c'est de dire 2021. Ça vous laisse le temps d'avoir une vraie concertation avec l'ensemble des départements. Ça reprend aussi, effectivement, Gilles Carrez a raison de dire que les infrastructures, ça coûte forcément, à un moment donné, de l'argent. Mais je crois que la solution de sagesse, le sous-amendement, je ne sais plus combien là, 3099, avec un report en 2021, permettrait d'avoir une vraie concertation avec les départements. Dernier orateur, M. Mattei. On a bien conscience qu'il faut trouver donc ces finances nécessaires pour le Grand Paris. Toutefois, moi, je regrette que le vecteur, on se base sur les droits de mutation à titre onéreux. Je pense qu'il y avait d'autres mesures, beaucoup plus intelligentes, notamment les plus-values, les profits, parce que les droits de mutation à titre onéreux sont payés par les acquéreurs et les plus-values sont encaissées par les vendeurs. Et je regrette vraiment qu'on n'ait pas eu une réflexion sur ces moyens de financement avec une taxe exceptionnelle qui aurait pu très bien être mise en place et qui aurait, à mon avis, été beaucoup plus juste que par rapport aux droits de mutation. Monsieur le ministre est lui seul. Et on est bien d'accord, personne ne réagira aux propos de monsieur le ministre et on votera après. Non. Après, j'applique le règlement, moi. Exactement. Monsieur le ministre. Alors, je ne sais pas si Monsieur le Président l'a dit à demi-mot. J'ai compris que de votre hauteur de province, vous étiez intéressé d'écouter les débats. Des réalisations que les collectivités en province payent et qui ne sont pas réalisées parce que l'État a choisi de les annuler, je connais, en Béarn. Ou l'État a proposé qu'il les... Monsieur Mattei aussi connaît. Je pense qu'il y a beaucoup de territoires qui les connaissent et puis beaucoup de gouvernements. Et parfois, on se plaint, quand on n'est pas en responsabilité, que la région Île-de-France connaît, c'est normal, c'est sa région capitale, mais un intérêt particulier. On a créé une société particulière, d'ailleurs, pour réaliser le projet du président Sarkozy, continuer sous le président Hollande, dont je rappelle d'ailleurs que quand nous sommes arrivés en responsabilité, c'était entre 200 et 250 millions d'euros par an qu'il manquait. C'est sûr que si le projet lancé, les travaux envoyés, les gares annoncées
avant les campagnes présidentielles notamment, avaient été financées, on n'en serait pas ici. Ça, vous avez tout à fait raison de le dire. Voilà qu'on a lancé la Société du Grand Paris sans l'argent qui allait avec le budget. Il y avait donc une dérive budgétaire très importante de 200 à 250 millions d'euros. C'est ça qu'on est en train de faire en place. Donc après, il y a deux solutions. Enfin, il y en a trois, à vrai dire. Soit on considère qu'il faut arrêter le Grand Paris. Parce que on verra tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Non, mais personne, oui, mais bien sûr, personne ne dit jamais ça. Mais on verra qu'à la fin des fins, ce qu'une partie d'entre vous propose, c'est finalement de ne pas donner les moyens, sauf à faire de la dette. On y reviendra dans quelques instants. Soit on arrête le Grand Paris. Je ne les ai pas entendus, mais les autres moyens de financer, mais on en reparlera. Soit on arrête le Grand Paris, soit on décale. C'est ce que propose. Ah bah on procrastine. Ah bah ça c'est. Oui, bah chaque année, si on décale, c'est-à-dire qu'on n'a pas les 200 millions, c'est-à-dire que le Grand Paris soit creuse sa dette, soit retarde les investissements pour les Franciliens. Bon, c'est un choix que le Parlement fera dans quelques instants. Soit, effectivement, on essaye. On a suivi les recommandations de M. Carrez, qui sont diverses, qu'on a suivies en partie. Je rappelle qu'une très grande partie d'entre vous se sont opposés aux taxes, ou alors ils étaient pour les taxes, mais pas chez eux. Qu'une deuxième partie, vous avez voté l'année dernière de façon quasi unanime le plafonnement de la dette du Grand Paris. Vous l'avez voté. Alors peut-être pas M. Coquerel d'ailleurs ou le groupe La France Insoumise, je ne m'en souviens pas, mais en tout cas ce qui est certain, c'est que très largement dans cet hémicycle vous avez voté le plafonnement, donc vous avez empêché le gouvernement de pouvoir faire ce que vous manifestement vous allez l'obliger à faire si vous rejetez cet amendement, c'est-à-dire faire de la dette. Parce que si ce n'est pas les taxes, je pense qu'on a été déjà assez loin sur les bureaux, sur les parkings, et M. Carrez a été courageux de les porter parce qu'au moins il a lié les recettes qu'il fallait avec les dépenses qu'il fallait. Et on ne peut pas vouloir le Grand Paris sans les dépenses d'infrastructure qui évoquent le Grand Paris, parce qu'il n'y a pas de finances magiques et il n'y a pas de travaux magiques. Donc il faudra bien qu'on ait des recettes qui aillent avec ces dépenses, puisque tout le monde a exclu de manière générale un impôt direct sur les citoyens. Très bien. Donc s'il n'y a pas de dette possible d'un côté, si on ne peut pas augmenter les taxes de l'autre, qu'on ne peut pas réduire encore plus ce projet, on a quand même réduit une partie du projet de la Société du Grand Paris. Et que par ailleurs, il faut quand même le Grand Paris, vous m'expliquez comment on résout la quadrature de cercle. J'ai peur que de Copperfield, on arrive à Garcimore dans la magie de finances publiques. Là, Bon. Donc, il n'y a pas 150 solutions. Soit on arrête le Grand Paris, soit on procrastine et on dit l'année prochaine, on reparlera de ce débat très intéressant. Ou alors on se donne les moyens de réussir. Sur la méthode, bon, les présidents de conseils départementaux, ils ont été concertés. Ils ont été invités à rencontrer Mme Gouraud et M. Djebari. Ils n'ont pas souhaité venir parce qu'ils ne souhaitent pas effectivement que leur droit de mutation aille à la Société du Grand Paris. Moi, je peux comprendre leur position. Je ne la partage pas. Je peux comprendre. La concertation n'est pas l'acceptation. D'ailleurs, je voudrais dire à Mme Pires-Beaune et à M. Coquerel qu'il n'y a pas d'autonomie fiscale des collectivités. C'est contraire à la Constitution. C'est un autre régime qui s'appelle un régime fédéral. Alors, on peut se battre pour qu'il y ait une autonomie fiscale. C'est une position prenable. L'autonomie financière. C'est une autonomie financière. Pardon de dire, les collectivités locales ne créent pas et ne lèvent pas d'impôts. Voilà. Donc, on peut le regretter. On peut vouloir le girondisme. Ça peut être le modèle de société qu'on veut. Il n'y a pas d'autonomie fiscale. Bon, c'est un point. Il n'y a pas d'attaque des autonomies fiscales. Je pense que c'est un point important à évoquer. Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'impôt qui est mis en question aujourd'hui? Sur 1 milliard, enfin, je prends à témoin les élus de province, 1 milliard d'augmentation de droits de mutation sur les départements franciliens. Je pense qu'il faut qu'il y a certains départements de la banane bleue, non banane bleue, là, qui aimeraient bien avoir le milliard d'augmentation de droits de mutation. Hein, on est bien d'accord, dans l'Allier, dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans le Gers, dans la Creuse, peut-être même dans votre département, Monsieur le Président. Chacun voit ce que veut dire 1 milliard en une année d'augmentation de droits de mutation. C'est quoi les droits de mutation? Vous appelez ça les frais de notaire. C'est quoi les frais de notaire? C'est quand vous vendez des logements anciens, ils ont pris de la valeur et vous payez une proportion quand vous achetez ce bien. Ce bien, c'est pas les notaires qui les touchent, hein, c'est bien sûr l'État, les départements qui les touchent. Bon, et une partie des communes, par ailleurs. Ces biens, ils prennent de la valeur, pourquoi? Parce qu'il y a des infrastructures qui permettent à vos biens de prendre de la valeur. Et pourquoi le gouvernement choisit de prendre une partie, toute petite partie des droits de mutation sur ce milliard qui augmente pour les Franciliens? Ce serait été scandaleux de prendre des droits de mutation nationaux pour les Franciliens. C'est pas ce que nous proposons. Nous proposons une petite partie des droits de mutation qui augmentent des Franciliens
pour les Franciliens, eh ben, les biens vont bénéficier évidemment des infrastructures mises en place par le Grand Paris, parce que M. Carrez et d'autres ici ont raison de dire que quand les RER sont plus rapides, quand les gares sont plus proches de chez vous, je ne vais pas faire la géographie de savoir si dans telle partie du Val-d'Oise ou telle partie de la Seine-et-Marne, il n'y a pas la gare qu'il faut. Je pense que c'est un autre débat et c'est à la Société du Grand Paris que de le trancher. Ce n'est pas le mien. Non mais d'accord, mais vous comprenez bien que je ne vais pas faire ici la carte du tendre des stations, monsieur le député, vous comprendrez bien. C'est bien le projet. Et bon, évidemment que ces droits de mutation, il y a un intérêt à la faire, puisque évidemment que ces communes, ces départements vont connaître une vertu, qui est l'augmentation des droits de mutation grâce aux infrastructures qui arrivent près de chez eux. Parce que si on ne fait pas ces infrastructures, ce sera de plus en plus compliqué pour aller effectivement vers là où il y a l'emploi, c'est-à-dire vers les Hauts-de-Seine, vers Paris, vers les Yvelines en très grande partie. Et donc, il y aura effectivement un appauvrissement d'une partie des populations qui ne peuvent pas revendre leurs biens et donc des droits de mutation qui seront moins importants. Donc, c'est extrêmement logique ce que propose le gouvernement. Donc, sur la méthode, c'est dans le rapport de M. Carrez depuis plus d'1 an. M. Carrez se dit c'est un peu dommage de saucissonner le débat parlementaire et budgétaire. Il a quand même fallu beaucoup discuter. Il a fallu quand même passer beaucoup de textes. L'année dernière, on a quand même passé un petit moment à discuter des textes que vous avez proposés courageusement, co-signés d'ailleurs par monsieur le rapporteur général. On a fait une deuxième fournée, si j'ose dire, cette année. Nous avons un problème budgétaire singulièrement pour l'année prochaine. Si vous procrastinez une année de plus, vous allez retarder une année de plus le Grand Paris, sachant que vous nous avez interdit de nous endetter. Et qu'est-ce qui se passe si jamais vous supprimez le plafond d'endettement? Vous refaites une nouvelle SNCF. C'est-à-dire qu'on va faire des dépenses, on va creuser une dette publique, qui compte d'ailleurs dans l'endettement public, que vous allez nous reprocher par ailleurs, puis à la fin, il y aura bien un gouvernement qui va décider de reprendre cette dette, et il faudra bien payer cette dette, et qui la paiera des impôts nationaux. Et qui paye des impôts nationaux? C'est pas que les Franciliens, c'est toute la France. Alors, je crois que c'est jamais agréable de se faire prendre une partie de sa richesse, effectivement, pour pouvoir financer des infrastructures qui sont d'une grande richesse. Mais je pense que c'est tout à fait juste. Je pense que le devoir du Parlement, c'est effectivement de rendre effectivement les comptes justes et de se dire que oui, si on avait prévu les 250 millions d'euros qui manquaient chaque année pour le Grand Paris, on n'en serait pas là. Et donc très courageusement, le gouvernement, mais d'autres parlementaires ici, proposent ce sujet en supprimant les sous-amendements, je l'espère, de Madame Pires-Beaune, parce qu'effectivement, procrastiner n'a jamais une politique publique. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, je vais procéder... Alors, attendez, simplement, il faut d'abord voter les sous-amendements. Le 3099 qui nous a été présenté par Madame Rabault et Madame Pires-Beaune. Le vote à scrutin public va intervenir dans un instant. Pour le moment, on vote sur les sous-amendements et à main levée. Le 3099, qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Le 3100, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. 3102, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Maintenant, nous en venons à l'amendement du gouvernement, le 3083, pour lequel, là, il y a un scrutin public. Il a été annoncé dans l'enceinte, chacun a pu regagner sa place. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat du vote. Votant 65, exprimé 59, majorité à 30, pour 37, contre 22. Il est